Patrick Bernard, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé il y a plus de 30 ans Millésima, négociant à Bordeaux et devenu le leader européen de la vente de grands crus aux particuliers sur Internet. Alors la semaine de présentation des primeurs s'est terminée récemment à Bordeaux. Ce millésime 2013 a vraiment créé la polémique. Vous, qu'en pensez-vous? Bonne ou mauvaise année? Heureusement, ce n'est pas aussi simple que ça, c'est pas bonne ou mauvaise, c'est ce qu'on appelle une année intermédiaire. Ça n'est pas une mauvaise année. On ne peut pas dire que ça soit une mauvaise année. C'est comme 2011, 2012, ce sont des années intermédiaires, c'est comme 2002, comme 2004, ce sont des millésimes qui n'ont pas l'aura, la qualité, la densité exceptionnelle des 2005, des 2009, des 2010, mais qui seront des millésimes qu'il faudra boire plus rapidement que les 2005, 9 et 10, qui vont vieillir 30, 40, 50, 60 ans. Alors vous avez encouragé, vous, à cette occasion des primeurs, les grands châteaux de Bordeaux à baisser leur prix en indiquant que le marché cette année serait plus européen que américain ou asiatique, qui sont habituellement les deux poids lourds pour le marché de Bordeaux. Pourquoi ? Pour deux raisons très simples. La première, c'est que le prix d'un vin à Bordeaux doit être corrélé avec la perception que le marché a de la qualité. Donc, des très grands millésimes comme 2009 et 2010, il est normal que les prix flambent parce que, effectivement, chaque château produit entre 5 et 15 000 caisses, et que 5 000 caisses d'un château ou 15 000 caisses même d'un autre château, au niveau du monde, c'est rien. Donc forcément, l'ajustement du marché se fait par le prix, c'est normal. Par contre, dans des millésimes plus intermédiaires, il est normal, là aussi, que les prix redeviennent, je dirais, raisonnables et attractifs pour des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat que certains habitants de pays du Nouveau Monde ont. Et donc c'est vrai que les 2009 et 2010 ont été énormément achetés par les Chinois. Les 82 avaient été énormément achetés par les Américains. Les prix avaient augmenté de 70%. L'Europe avait été obligée de regarder passer les trains sans pouvoir les acheter. Et donc c'est vrai que sur les millésimes intermédiaires, on voit beaucoup revenir les Européens qui sont quelque part un peu frustrés et qui, dès qu'ils peuvent acheter les vins des châteaux qu'ils aiment à des prix plus dans leur moyens, dans leur budget, se précipitent. Donc c'est un peu pour ça, c'est vrai que le côté spéculatif des très grands millésimes disparaissant, les acheteurs épisodiques disparaissent également, et on revient sur des gens plus fondamentaux qui ont vraiment une connaissance, un goût et une expérience de ces vins. Et alors justement, parlons de cette spéculation autour des prix du vin. On a l'impression à Bordeaux que les prix parfois ont tellement flambé qu'ils se sont décorrélés vraiment des produits. Est-ce que vous partagez cette impression que c'est devenu des produits presque d'investissement ou d'export et qui sont plus vraiment, justement, qui s'adressent plus vraiment à des clientèles de passionnés, ou justement on va vers un retournement de cette situation? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Bordeaux a, d'une façon consubstantielle en elle-même, la spéculation. Parce que le système de commercialisation de Bordeaux est unique au monde, c'est le système des primeurs. Donc on vend un vin qui est à peine fait, puisqu'on le vend 4 mois après qu'il soit produit. Donc il a encore un an et demi d'élevage, donc on ne sait pas très bien ce qu'il va devenir. On essaie de le deviner avec l'expérience qu'on peut avoir après 20 ans, 30 ans de dégustation. Et inévitablement, cette vente en primeur, elle repose sur un ressort qui est la plus-value. Et le ressort, c'est le partage de la plus-value entre tous les intervenants. La propriété, le négoce de Bordeaux, l'importateur, le grossiste, le détaillant et le consommateur. Donc c'est vrai qu'on a mis la plus-value, puisque la plus-value, donc la spéculation, au sein du système de Bordeaux, c'est consubstantiel. Et ça va aller de façon croissante ou c'est... Mais je vous rappelle que toutes les analyses qui viennent d'être faites, il y en a une qui vient de sortir qui est assez amusante, sur les 10 vins les plus chers du monde, il n'y a que 2 Bordeaux dedans. Il y a 8 Bourgogne. Donc, vous voyez, Bordeaux a la réputation d'être une appellation horriblement chère, mais on est quelque part un peu des enfants de cœur, parce qu'en plus, nous ne traçons pas les 2 premières places. Nous sommes plutôt dans les 8e, 9e, enfin entre 7e et 10e que dans les 2 premiers. Donc c'est vrai. Votre marché peut-être maintenant. Donc Millésima est donc installé dans le marché de Millésima compte plus de 100 pays. Quels sont selon vous les pays qui portent aujourd'hui les grands crus de Bordeaux, et quels sont ceux qui vont les porter à l'avenir? Alors aujourd'hui, indéniablement, si vous voulez, dans les très grands millésimes, ce sont les marchés à très haut pouvoir d'achat, puisque les prix, la propriété ne vend qu'une fois ses vins, donc effectivement les prix sont adaptés à ceux qui sont prêts à les payer. Donc les très grands millésimes sont un peu réservés aux pays émergents, mais très riches, comme la Chine, un peu la Russie et beaucoup les États-Unis. Mais les basiques, les fondamentaux, ceux qui ont une culture, une expérience, une tradition sur les vins de Bordeaux, sont toujours les mêmes. C'est la France, la Belgique,
l'Angleterre, l'Allemagne et la Suisse. Avec ces 5 pays-là, on a vraiment le socle de Bordeaux. Et puis, je dirais que le reste, c'est la superstructure qui nous permet quelquefois de rêver, de devenir des produits aussi chers que de l'art moderne. Alors revenons sur la Chine quand même, parce que la Chine a énormément porté justement ce marché des grands crus de Bordeaux. Aujourd'hui, il s'en désintéresse un petit peu. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors il y a un certain nombre de phénomènes simultanés. Le premier, c'est que les importateurs chinois ont un petit peu surévalué le potentiel de consommation de leurs coreligionnaires, et d'autant plus qu'il y avait du marché du parallèle qui s'est créé en même temps. Donc, ils ont vraiment un marché local. Ouais, il y a plein de Chinois qui avaient qui avaient des connexions décidées là, qui ont acheté X caisses, mais ces X caisses multipliées par des milliers de personnes, ça finit par faire autant que les 5 importateurs les plus importants de Chine. Donc, si vous voulez, la Chine a acheté 5 fois plus en 2009, je crois, qu'en 2008, et 2 fois plus en 2010 qu'en 2009. Ça, c'est pour les 5 plus gros acheteurs. Mais comme il y avait toutes ces fourmis, il y a eu des volumes absolument gigantesques. Donc, premièrement, le marché a été un peu étouffé par des volumes plus importants que ce qu'ils pouvaient consommer. La consommation en Chine continue. Le deuxième problème très important pour les vins de Bordeaux, mais c'est le même problème pour les cognacs, c'est que il y a une lutte du nouveau gouvernement contre la corruption, et une grosse partie de la corruption passée par des cadeaux avec des alcools ou des vins, et les vins de Bordeaux et les cognacs sont les 2 produits qui souffrent le plus. Regardez, aujourd'hui, Rémi Martin vient de communiquer ses chiffres, c'est moins 34 ce trimestre, et après un autre trimestre à moins 34, donc ça fait 2 trimestres de suite à plus avec une baisse supérieure à 30% des volumes. Donc ça, c'est vraiment une des raisons qui fait que la Chine se désintéresse des vins de Bordeaux. Il y a eu quand même une chute de moins 18%. Elle est en retrait, elle ne fait pas le même... Je ne crois pas qu'on puisse parler de désintérêt, puisque la consommation en Chine continue, de la consommation traditionnelle chez les gens qui achètent, enfin ceux qui payent les bouteilles, qui boivent. Alors, en Chine, on disait... Ceux qui payaient les bouteilles ne les buvaient pas, et ceux qui les buvaient ne les payaient pas. Aujourd'hui, en Chine, ceux qui les boivent les payent. C'est une grande différence. Et la consommation de ces gens qui payent et qui boivent les bouteilles est en très forte progression. Mais les stocks sont tels qu'il faut un peu de temps pour que ça s'ajuste. Alors, le vin de la semaine maintenant, est-ce que vous nous donneriez un de vos vins coup de cœur à moins de 15 € la bouteille? Écoutez, oui, et coup de cœur pour moi, ça veut dire que je le pratique, que je l'aime et que je le bois régulièrement et que je le fais boire à des amis. C'est surtout ça, parce que le boire en famille, c'est une chose, mais le faire boire à des amis, on a le jugement de ses amis. C'est un cru bourgeois du Médoc, dans un très grand millésime. Ça, à Bordeaux, on dit toujours, dans un grand millésime, on peut acheter ce qu'on veut parce que tout est bon. Dans un petit millésime, il faut se focaliser, se concentrer sur les très grandes marques. Donc c'est un cru bourgeois au Médoc. Voilà, donc de la commune de Saint-Sauveur, qui est mitoyenne de Pauillac, donc qui est dans des terroirs qui sont quand même plutôt sympathiques, qui s'appelle Château Pérabon. Et en 2009, il a été très bien noté par les différents dégustateurs patentés français, américains et étrangers. Et je veux dire que ce 2009, enfin moi j'ai une passion pour les 2009, mais ce 2009 est plein de charme, plein de densité, plein de fruits, plein d'équilibre. C'est vraiment rafraîchissant et aimable. Patrick Bernard, merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.